Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Hulot, président des activités du groupe allemand Merck en France et président des entreprises du médicament. J'ai à côté de moi ce matin Laurence Perrault, nouvelle directrice générale du LEM. Nous allons tous les deux animer cette conférence de presse traditionnelle de rentrée. Avant tout, avec Laurence, nous souhaitons vous souhaiter à vous et à vos proches une excellente année 2024, il est encore temps. Et si je puis mettre un vœu, c'est celui de l'optimisme. Je crois que quand on observe le monde ce matin, quand on observe la dynamique sociale en cours, nous avons besoin d'optimisme et nous allons voir dans un instant qu'il va en falloir pour la politique du médicament en France. Alors, peut-être en introduction, nous, entreprises du médicament, nous avons une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est de s'assurer que nos concitoyens, quand ils ont besoin d'un traitement, que ce traitement soit un traitement du quotidien qu'ils vont chercher à leur pharmacie de quartier ou un traitement super innovant, à l'instant où ils en ont besoin, ce traitement doit être disponible. Et je crois que tous, vous avez rapporté ces derniers mois, ces dernières années, les tensions d'approvisionnement qui sont rencontrées en France. Pour moi, c'est un peu le sommet de l'iceberg qui montre la fragilité de notre système de santé et l'urgence à le consolider, voire même à le reconstruire. Alors, la tâche est absolument colossale et va nécessiter de mobiliser tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Bien entendu, nous, entreprises du médicament, mais également toutes nos autorités de tutelle, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Nous dépendons à la fois du ministère de la Santé, de la ministère de l'Industrie, du ministère de la Recherche, du ministère du Travail, et on ne pourrait ignorer les finances, ni celui, bien entendu, en charge de tout l'environnement. Alors nous, entreprises du médicament, dans ce contexte que je qualifierais de compliqué, voulons continuer à être force de proposition, toujours dans cette mission, mieux servir nos concitoyens. Et vous le verrez dans un instant, à travers le propos préliminaire de Laurence, nous avons, pour cette année 2024 et les années à venir, fixé 3 grandes priorités pour notre action. La première ne vous surprendra pas, c'est ce que j'appelle la souveraineté sanitaire, garantir à nos concitoyens l'accès au traitement quand ils en ont besoin. C'est la première étape de notre mobilisation. Nous devons la réussir. Bien entendu, ça ne se produira pas si les entreprises du médicament n'ont pas un environnement économique favorable pour opérer cette mission. Et puis la troisième priorité, aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser pour protéger notre planète. Nous devons être sociétalement responsables et éco-sociétalement responsables. Et là, cette priorité va au-delà des entreprises du médicament. Elle aligne toute la filière de santé, la fameuse Fédération des industries de santé, la FEFIS, avec une feuille de route extrêmement claire en termes d'éco-responsabilité. Et nous voulons en être acteurs et assurer sa réussite. Alors, la tâche est lourde. Les urgences sont nombreuses, mais là, je reviens à mon vœu d'optimisme. Il y a des raisons d'y croire et d'espérer. Et je voudrais passer quelques instants avec vous ce matin pour passer en revue, à chaque étape de la chaîne du valeur du médicament, quels sont les enjeux, mais quels sont les atouts, les forces que nous avons en France qui nous permettront de réussir. Alors peut-être tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle la chaîne de valeur du médicament ? Un médicament, il faut commencer par de la recherche fondamentale pour trouver la molécule. Puis ensuite, il faut le développer à travers des essais cliniques pour montrer son efficacité. Puis en même temps, avoir un outil industriel qui va permettre de le produire. Et quand on aura fait tout ça, on aura l'autorisation de le commercialiser. Et à ce moment-là, on se posera la problématique de l'accès en France, des conditions d'accès au marché. Puis une fois que tout ça est fait, il faut assurer la pérennité dans le temps. Alors, prenons chacune de ces têtes de chapitre en revue rapidement. La première étape, qui est la recherche. La France est un pays fantastique pour faire de la recherche. Nous avons de nombreuses institutions reconnues à l'international. Le pays de Pasteur bénéficie du tout savoir-faire de l'INSERM, de nombreuses agences, l'agence d'innovation en santé, une structure de coordination de tout ce qui est biotech avec France Biotech.
se est mobilisé pour la production avec France Biolide, monte en ce moment un cluster pour accélérer la recherche en cancérologie avec le Paris-Saclay Cancer Cluster. Il y a de nombreuses initiatives qui sont soutenues, animées par des scientifiques de renommée internationale. Et puis, quand on regarde le secteur de la pharmacie en France, nous sommes le 3e investisseur en recherche, près de 5 milliards d'euros investis en 2021. Ceci dit, les défis sont colossaux. Quand on regarde 20 ans en arrière, l'investissement en recherche, en R&D, entre l'Europe et les États-Unis était quasiment équilibré. Depuis, passez-moi l'expression, les États-Unis, tous les ans, nous mettent 20 milliards d'investissements en plus dans la vue. Et aujourd'hui, premier investisseur les États-Unis, ensuite l'Asie avec la Chine, et 3e l'Europe. On a un risque de déclassement de l'Europe en termes d'investissement en recherche. Alors, dire l'Europe c'est bien, parlons de la France. Vous savez que la directive, l'Europe souhaite que chaque pays investisse 3% de son PIB en recherche. L'Allemagne l'a fait, la France est à juste un peu plus de 2%. Donc il va falloir nous mobiliser plus si nous voulons rester dans la course à l'innovation. Et j'ai une conviction, c'est que réussir cette étape de recherche, c'est par des partenariats entre institutions publiques et institutions privées. Et comme je le disais un instant, en France, tout cet écosystème est en place. Donc il y a des atouts, il y a des raisons d'y croire. Une fois que vous avez trouvé une molécule, il faut la développer, il faut montrer son efficacité clinique. C'est toute la phase de la recherche clinique. Et là, notre système de santé français auquel on est si attaché nous donne un atout. Un atout parce que nous avons en France plus de 150 établissements de santé répartis sur tout le territoire. Nous avons 32 CHU qui sont au cœur de la recherche et qui sont un énorme soutien à la recherche clinique. Nous avons là encore des experts en développement clinique reconnus à l'international dans de très nombreuses pathologies. La France, à titre d'exemple, est le 2e pays en Europe pour les essais cliniques en cancérologie. Donc, il y a un terreau extrêmement favorable. Et quelques challenges. On voit des pays européens, comme l'Espagne, s'adapter plus vite que nous à fluidifier les essais cliniques. Juste un exemple. En France, il faut 160 jours pour mettre en place un essai clinique. Dans certains pays, l'essai, pendant ce temps-là, il est quasiment terminé. C'est un délai qui est incroyablement long parce que j'ai entendu le président de la République appeler un choc de simplification. Il faut un choc de simplification des procédures de mise en place, de contractualisation des essais cliniques. On voit aujourd'hui que la France ne participe plus, malheureusement, qu'à un essai clinique sur 2 lancé en Europe. Si on ne simplifie pas les procédures, nous serons déclassés. Et là, quand je vous disais il y a un instant que ce qui nous motive, ce qui nous anime, nous, entreprises du médicament, c'est d'assurer l'accès au traitement pour nos concitoyens, la recherche clinique en fait partie. Je pense que la plupart d'entre vous, au moins moi personnellement, avons eu des proches, quelque part en impasse thérapeutique, dans des pathologies extrêmement lourdes, et à un moment, l'espoir a été de dire « Oh, il y a une nouvelle molécule qui est en essai clinique, peut-être qu'il, qu'elle pourrait bénéficier de ce protocole. » La recherche clinique, c'est, dans certains cas, la dernière chance. Et donc, si la molécule n'est pas en recherche clinique en France, il y a une perte de chance pour certains patients. D'où notre mobilisation pour accélérer cette recherche clinique. Et Laurence y reviendra, nous avons des objectifs assez ambitieux avec des propositions que nous faisons au gouvernement et à l'administration pour attirer, dans les 3 ans qui viennent, 25% de plus de recherche clinique en France et réduire les délais de passer de 160 jours à 120, puis il faudra ensuite aller encore plus loin. Et là, nous avons toute une série de propositions extrêmement concrètes que nous faisons aux autorités pour fluidifier le système. Nous pourrons y revenir au moment des questions et réponses. Puis une fois que vous avez trouvé la molécule, vous l'avez développée, il faut que l'outil industriel s'adapte. Alors très souvent, j'entends un peu de fausse vérité, on ne produit plus rien en France. Si, il y a en France 271 sites industriels, nous sommes le 6e producteur européen. Alors on peut déplorer qu'il y a 20 ans en arrière, on était le premier, mais il y a un outil industriel présent depuis longtemps,
qui fait face à l'enjeu de la modernisation, de la digitalisation, de la décarbonation, avec un défi colossal. Le prix du médicament est régulé en France, et si vous investissez dans vos usines, c'est à coût de vente fixe. D'où la difficulté de trouver les marges financières pour investir. Et les quelques mesures qui ont été mises en place via des articles du PLFSS ou de l'accord cadre ont une bonne intention, mais dans la pratique ne fonctionnent pas. Donc il y a un énorme défi pour attirer l'investissement industriel dans les sites existants. Puis les sites existants, ça ne suffira pas. Il va falloir aussi se renforcer, se muscler. Alors on peut se réjouir que 50 projets de répatriation de molécules aient vu le jour ces dernières années. On peut se réjouir que de grands laboratoires internationaux aient décidé l'an dernier d'investir en France, des annonces de plusieurs milliards, et rapidement, je citerai Novo Nordisk, Lilly, GlaxoSmithKline. Mais dans tout ça, la France, qui jusqu'à présent, en termes de balance commerciale, était largement bénéficiaire en termes d'export de médicaments, plusieurs milliards d'euros ces dernières années, pour 2023, on va être à zéro. On est en train d'être déclassé. Pourquoi ? Parce qu'on produit en France des produits matures, des produits à bas prix, et qu'on est totalement dépendant de l'importation des produits de haute technologie et essentiellement des biotech, des produits issus de la biotechnologie. Et cette dépendance est en train de creuser, finira par creuser un déficit commercial en termes de balance import-export pour la pharma. C'est pourquoi qu'il y a une volonté politique de devenir un champion en biotechnologie, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que l'initiative France Biolide a été créée, et bien entendu, nous sommes prêts à y contribuer. Si on regarde les produits plus matures, on produit en France 100 molécules, à peu près, contre plus de 500 en Chine et plus de 1500 en Inde. Nous sommes dépendants de l'Asie du Sud-Est. Il va falloir corriger à terme cette dépendance, et ça ne se fera qu'au niveau européen. Et là encore, sans une politique incitative qui fonctionne, pas uniquement un article de loi voté, un article de l'accord cadre, quelque chose qui fonctionne, qui soit un véritable incentive, on n'y arrivera pas. Et là, j'appelle à un sursaut des pouvoirs publics. Et on ne peut pas parler production sans parler pénurie. Laurence y reviendra. Je voudrais juste souligner que sur les pénuries, nous avions fait ensemble, nous sommes rencontrés tous au mois de mai dernier, où les entreprises de médicaments ont présenté leur plan de lutte contre les pénuries, articulé autour de 7 grands chapitres. Qu'est-ce que je constate des mois après? Et ces propositions étaient portées au gouvernement. Nous avions dit qu'il est urgent d'établir une liste des médicaments essentiels au niveau français et européen. Puis pour ces médicaments, allez voir, est-ce qu'il y a un risque de fragilité de la chaîne de production? Et oui, avoir une politique européenne coordonnée, soit de rapatrier la molécule, soit avoir un stock d'urgence européen, soit de coordonner tous les acteurs. La liste a été publiée, puis il ne s'est rien passé derrière. Donc il y a une liste dans le journal, puis il ne s'est rien passé. Ça n'aidera pas à régler les pénuries. On avait dit qu'il faut fluidifier l'information, qu'un médecin qui prescrit puisse savoir tout de suite est-ce que le médicament est disponible ou pas. Ça évite aux patients d'aller à la pharmacie, de devoir faire plusieurs pharmacies, de rappeler le médecin. On ajoute à la maladie l'anxiété, ça n'a rien de bon. Partageons l'information de manière fluide. Alors, Aurélien Rouleau, ministre de la Santé, avait repris ce point, mis en place une charte de bonnes pratiques de distribution que nous, entreprises du médicament, nous avons signée en 48 heures et transmis à tous nos sites industriels. Et on voit que ça a fluidifié, notamment sur l'amoxicilline, comme vous l'avez rapporté ces dernières semaines. Ce n'est pas encore parfait, mais ça a fluidifié. Mais une telle charte nécessite un pilotage à tout le moins mensuel. Nous attendons des autorités que ce pilotage soit mis en place, que régulièrement, tous les acteurs impliqués se retrouvent autour de la table pour décider d'un plan d'action avec un tracking au plus près. Nous voulons tout faire pour lutter contre les pénuries. Nous avons besoin que tout le monde se mobilise et que l'État, l'administration, joue son rôle d'arbitrage auprès de tous les acteurs concernés. Alors, une fois que vous avez trouvé la molécule, vous l'avez développée, vous avez un site industriel, vous pouvez la produire, se pose le problème de l'accès. Prise en charge en France par le système de sécurité sociale et de solidarité.
Il y a en France 12 000 spécialités pharmaceutiques disponibles, ça représente 2600 molécules thérapeutiques. On peut se réjouir que suite au CSIS de 2021 ait été mis en place le fameux accès précoce. Qu'est-ce que j'entends par là? Autrefois, va-t-on dire, il fallait avoir une autorisation de mise sur le marché en Europe, être passé par la commission de transparence, avoir négocié le prix, et le patient français avait accès plus de 500 jours après le patient allemand aux innovations. Grâce à l'accès précoce, dès l'autorisation de mise sur le marché en Europe, le patient français peut avoir accès au traitement. Ça a permis ces dernières années à 50 000 patients qui étaient en échec thérapeutique d'avoir accès à des molécules ultra innovantes, et là, pour le coup, en avance de nos pays amis et alliés européens. C'est très bien. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Nous sommes rencontrés tous un peu avant l'été dernier lorsque nous avons publié notre observatoire de l'accès et de l'accès à l'innovation. Et qu'est-ce que l'on voit? Depuis 2019, un tiers des médicaments qui ont été approuvés en Europe n'ont pas d'accès sur le marché français. Et c'était encore rapporté par la presse ces derniers jours, les derniers antimigraineux, les derniers antipsychotiques n'ont toujours pas d'accès. C'est bloqué dans le système, souvent au niveau de la négociation des prix. Donc il y a encore un énorme effort à faire pour garantir cet accès aux innovations. Et bien entendu, dans l'innovation, il y a différents degrés d'innovation. Donc les innovations de rupture, ça va bien. Les innovations, j'allais dire, d'amélioration, on est coincé. On ne peut pas parler d'accès sans parler du bon usage. Parce que ça va, et le bon usage est aussi lié aux pénuries, j'y reviendrai. Nous, entreprises du médicament, nous souhaitons qu'un patient ait accès à son traitement quand il en a besoin, mais j'allais dire uniquement quand il en a besoin. Il faut s'assurer de la juste prescription, il faut s'assurer du non-gaspillage. Et donc là, il y a un acte citoyen, bien entendu, mais il y a aussi des manœuvres d'information, de prévention à mener, et là, nous, entreprises du médicament, nous avons un plan que nous allons présenter aux autorités, et Laurence y reviendra dans un instant, pour permettre cette prescription de bon usage qui générera des économies pour le système et qui sont absolument indispensables. Puis, dernier élément de la chaîne, c'est la pérennité économique des entreprises. Sans pérennité économique, on n'investit pas dans la recherche, on n'investit pas dans le développement clinique, on n'investit pas dans l'outil industriel et il n'y a pas d'accès aux médicaments. Alors, vous vous souvenez que l'an dernier, vous m'avez entendu dire le PLFSS 2023 met un coup d'arrêt à la politique de santé, celui de 2024 est plus favorable. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas. L'État ou le Parlement a plafonné la clause de sauvegarde, qui est cet impôt extraordinaire que seule la pharma connaît, à 1,6 milliard pour 2024. C'est un impôt qui, à 6 ans en arrière, n'existait pas. Donc on dit l'impôt sur les entreprises a baissé, pas sur le secteur pharmaceutique, où nous publierons dans quelques semaines une étude faite par PwC qui montre que pour la pharma, les taxes sectorielles, toutes taxes confondues, en plus de celles que paye n'importe quelle entreprise lambda, représentent à peu près 60% des bénéfices. Et que sur ces 60% de taxes, 80% sont liés aux taxes sectorielles. C'est un frein considérable à l'attractivité. Allez demander à un groupe international d'investir dans l'outil de recherche, dans l'outil de production, dans un pays où vous êtes le plus taxé d'Europe. Donc nous avons là un énorme défi. Et rappelons que ce défi, non seulement met à mal les politiques d'investissement dans l'outil de production, dans l'outil de recherche, mais met à mal des entreprises de petite et moyenne taille. La moitié des entreprises du médicament sont des PME. Ces PME assurent un tiers de la production des médicaments essentiels, assurent plus de 70% de la production des antalgiques, donc de produits indispensables au quotidien. Et quand on regarde les médicaments dits essentiels, les fameux MITM, un tiers d'entre eux, même un peu plus, ont un prix unitaire inférieur à 25 centimes.
nous avons un problème économique dans la régulation du médicament. Et d'ailleurs, l'on observe, et l'observatoire que nous avions publié en mai dernier le montre, que nous avons les prix les plus bas d'Europe. Les MITM, molécules d'intérêt thérapeutique majeur, ont un prix en France 15 à 30% plus bas que le reste de l'Europe. Alors, après ce panorama montrant un peu les défis tout le long de la chaîne de valeur, qu'est-ce que je constate? Le plan Innovation Santé 2030, mis en place par le président de la République il y a quelques années, qui veut faire de la France un champion de la recherche et de l'innovation en santé. Pour garantir à nos concitoyens l'accès en traitement, il y a besoin d'un sursaut. Il y a besoin d'un sursaut pour faire vivre ce plan. Alors, on fête aujourd'hui, ou à peu près, l'anniversaire de la mise en place de la mission Borne. Cette mission Borne avait fait quoi? Elle avait été mise en place par l'ancienne Première ministre en disant qu'il faut réfléchir à la politique d'accès et de régulation du médicament en France. Cette mission a fait une 60aine de propositions autour de 8 grands axes, on pourra y revenir au besoin, mais depuis, j'allais dire de manière totalement unexpected, inattendue, concrètement, rien n'a été fait. Nous sommes dans l'attente de la mise en place des groupes de travail, et il y a urgence. J'en appelle donc aujourd'hui à un sursaut des autorités à mettre en place la feuille de route de cette mission Borne. Le LEM, dès le premier jour, a dit que nous serions partie prenante, nous serons force de proposition autour de la table, et je vais laisser Laurence détailler nos propositions qui s'articulent autour de 3 grands axes qui unissent toutes les entreprises du médicament du LEM à l'unanimité: assurer l'accès, la souveraineté sanitaire dans un environnement économique soutenable pour nos entreprises, tout en étant sociétalement totalement responsable. Bien entendu, nous voulons faire cela dans un cadre européen qui est, comme vous le savez, de plus en plus régulé. Et nous serons dans ce fameux challenge français, comment éviter le célèbre millefeuille. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence, qui va vous présenter en détail notre feuille de route et notre plan d'action. Merci. Merci Thierry, bonjour à tous et à toutes. Et à mon tour, si tu me le permets, de vous souhaiter à nouveau une belle année 2024 qui, effectivement, comme tu le mentionnais, est pleine de challenges. Mais nous, au LEM, les entreprises du médicament, nous aimons relever les challenges qui sont devant nous. Tu le mentionnais, la feuille de route est extrêmement claire. Elle est autour de 3 grands axes que nous allons mener en parallèle. Le premier, l'accès. J'ai envie de dire l'accès est toujours l'accès. Et nous le verrons, c'est un sujet aussi de souveraineté sanitaire, évidemment. Deuxième élément important, c'est la soutenabilité économique pour nos entreprises. Nous avons besoin d'entreprises fortes en France. Et troisième point, évidemment, nous devons agir en responsabilité, qu'elle soit sociale, sociétale ou environnementale. Pour nous, ces objectifs sont importants parce qu'ils sont à la fois essentiels pour les patients, tu le relevais, ils sont essentiels pour notre économie et ils sont complémentaires. Nous devons absolument jouer sur ces 3 axes, j'ose dire, en même temps. Ce que tu mentionnais également, c'est que nous voulons une France forte, évidemment, dans une Europe forte. Et donc, cette combinaison d'être un acteur en France et un acteur fort au niveau européen sera aussi dans la feuille de route que nous allons mener dans les prochaines semaines. Et nous aurons une méthode, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Parce que nous avons absolument besoin, avec toutes nos parties prenantes, et elles sont nombreuses, de faire bouger de nombreuses lignes. Donc vous pouvez compter sur nous pour être dans l'action de façon délibérée et avec optimisme, car nous croyons aux solutions que nous allons vous proposer. Alors pourquoi être dans le dialogue? C'est aussi pour restaurer la confiance dans l'ensemble du système. J'ai envie de souligner 3 types de confiance. C'est retrouver la confiance de nos patients en France, dans notre capacité à leur fournir leur traitement. Quelqu'un me disait récemment, j'aime bien cette formule, le bon traitement finalement c'est celui qui est disponible au moment où nous en avons besoin, qu'il soit du quotidien ou des plus innovants.
Deuxième confiance, c'est celle des entreprises. Nous avons besoin que les entreprises en France aient confiance dans notre capacité à créer des conditions économiques compétitives. C'est un pilier important. Confiance évidemment dans notre société, dans notre capacité à démontrer que les entreprises du médicament sont des entreprises responsables en matière sociale, sociétale et environnementale. Et j'y reviendrai, nous avons là aussi des propositions à faire. Pour moi, l'enjeu, en réalité, est assez clair. C'est un enjeu aussi de crédibilité. Quand je regarde les derniers chiffres Ipsos, 62% des Français ont confiance dans les entreprises du médicament. Nous sommes une industrie qui fait de la prévention, qui soigne, qui guérit des vies. Et nous avons un plateau à 62%. Alors, c'est un plus haut historique, mais ça nous interpelle et c'est une ligne que nous voulons faire bouger. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2024, nos patients français n'aient pas confiance dans nos entreprises à produire leur traitement, et ça sera un de nos combats. Alors, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, je vais revenir dans ces 3 axes. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? Premier axe, c'est l'accès aux médicaments. C'est un sujet de crédibilité. Si nous ne réglons pas, notamment, et tu le mentionnais, le sujet des pénuries, nous ne serons pas crédibles pour le reste des actions que nous menons. C'est d'une certaine façon le socle de la confiance que nous devons aux Français et c'est notre contrat social. Pour ça, tu le rappelais, les entreprises du médicament, depuis de nombreuses années, font des propositions. Nous sommes un acteur force de proposition. Et je vais reprendre notamment sur la liste que tu mentionnais, une proposition que nous avons mise sur la table en fin d'année dernière, quand nous avons été invités par le ministre de la Santé avec l'ensemble des acteurs. Vous savez que nous avons mis en place pour les autorités de santé un outil qui s'appelle TrackStock, qui permet aux autorités de façon simplifiée d'avoir accès aux molécules en tension sur le marché. Ce logiciel fonctionne et ça nous permet chaque semaine avec les équipes du LEM de pouvoir communiquer sur la situation sur le territoire de nos entreprises. Nous avons proposé d'élargir ce logiciel aux grossistes répartiteurs notamment pour avoir la situation géographique de là où sont les stocks sur le marché français. La proposition est sur la table, on est prêt à y travailler. Donc, comme tu le disais, nous appelons maintenant les autorités à nous mettre autour de la table pour pouvoir travailler. Nous sommes prêts. Nous pourrions même augmenter notre capacité à informer les officines sur la qualité de l'information et notamment ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique. On pourrait améliorer la qualité de l'information dans nos officines, là aussi pour, en attendant, aider le système à mieux fonctionner. Tu le mentionnais également sur les pénuries, c'est aussi une question de responsabilité collective, vous et moi, j'ai envie de dire. Et tu mentionnais le bon usage du médicament, le bon traitement, c'est celui dont on a besoin. La France a fait de nombreux efforts sur le sujet, on peut aller plus loin. Là aussi, les équipes du LEM, avec les commissions en charge de ce sujet-là, ont fait des propositions, nous les avons portées aux autorités pour permettre de faire quand même une économie de 300 millions d'euros. Donc c'est essentiel dans les équilibres budgétaires. Alors on parle par exemple d'aller dans les logiciels de prescription de nos médecins pour faire en sorte que la polymédication, donc trop de prescriptions sur les personnes âgées notamment, on pourrait limiter cette polymédication. On a aussi le grand sujet, et qui n'est pas nouveau évidemment, de l'antibiorésistance. Donc on a des façons de pouvoir le faire, c'est sur la table, et nous sommes prêts aussi à investir dans des campagnes de prévention, car on le sait, en France, il y a encore un doute sur notre capacité à faire notre éducation, à faire de la prévention, et notamment sur les vaccins. Nous avons encore nos concitoyens qui ont des doutes. Nous devons lever les doutes, nous devons remettre la science au cœur, et nous sommes prêts à investir également. Ça, c'est l'accès au sujet des pénuries, et on doit le régler, c'est notre urgence. L'accès, pour nous, c'est aussi, et tu le mentionnais, j'ai envie de dire, l'innovation d'aujourd'hui et de demain. L'innovation d'aujourd'hui, c'est d'accélérer la présence de patients français, effectivement, dans les essais cliniques. Là aussi, on a des propositions sur la table, et on vient de lancer un communiqué de presse sur le sujet. On s'est réunis pour faire des propositions. Nous, on a un enjeu. L'Espagne est devant nous. On est content qu'en Europe, on ait des pays forts.
nous, le pays de Pasteur, on aimerait bien que la France soit en position numéro 1. Donc, dans les propositions concrètes que nous faisons, et on l'a déjà fait dans les années antérieures, on avait accéléré par un système de fast-track notre capacité à engager des essais cliniques. On aimerait que ça aille jusque dans la contractualisation pour accélérer le processus d'inscription des patients. Tu le mentionnais, parce qu'il y a une course de tous les laboratoires, évidemment, au niveau européen, et donc il faut qu'on accélère cette capacité à contractualiser. Et on a une ambition, c'est d'augmenter de 25% l'entrée des patients français. Donc c'est une ambition forte, mais le pays mérite qu'on ait des ambitions fortes. Ça, c'est les innovations d'aujourd'hui. On se parle de ce qui se passe aujourd'hui. On est aussi engagé à donner de la visibilité sur les innovations de demain. Et nous allons publier dans quelques mois une étude que nous appelons l'Horizon Scanning, qui permet de voir les molécules qui vont arriver sur le marché à 3-5 ans. Pourquoi c'est important? C'est important pour deux choses essentielles. C'est que nous savons que les innovations, quand elles arrivent sur le marché, elles remettent en question l'organisation des soins possiblement. Si on n'anticipe pas cette organisation des soins, on va se retrouver dans 3-5 ans avec le même sujet qu'aujourd'hui. C'est ce mur d'innovation, et tant mieux pour les patients. Nous n'aurons pas un système en France qui est prêt à accueillir ces innovations. Donc on en appelle à deux choses. C'est anticipons avec les autorités et tous les acteurs pour qu'on anticipe bien la façon dont on va traiter les patients demain. Et ça veut dire aussi revoyons, et on en a fait la demande, certaines de nos doctrines dans nos négociations tarifaires pour mettre la valeur de l'ensemble de nos traitements. Une nouvelle façon aussi d'accueillir les traitements, c'est aussi de regarder le contrat avec lequel nous discutons avec les autorités. Donc ça, c'est important sur les innovations de demain. Et pour faire en sorte de faire rencontrer les acteurs, je vous donne une information que dans quelques jours, donc le 8 et le 9 février, nous organisons à Paris les rencontres hybrides que nous faisons régulièrement en tant qu'entreprise du médicament, car aussi c'est notre rôle d'organiser des rencontres internationales. Les meilleurs chercheurs internationaux vont venir en France pour rencontrer nos académiques et regarder ensemble ces révolutions thérapeutiques, notamment sur deux sujets, thérapie génique et cellulaire. Rendez-vous le 8 et le 9 février. Ces rencontres vont être aussi l'occasion de pouvoir faire se rencontrer les mondes de la recherche. Alors, petit clin d'œil, puisque cet après-midi, discours de politique générale et peut-être des annonces sur certains ministres manquants, nous avions invité les ministres d'avant. Nous aimerions beaucoup pouvoir inviter les nouveaux ministres à venir avec nous regarder ces innovations de demain. Bien sûr, pour l'accès aux innovations, c'est aussi la question de notre politique conventionnelle. Nous avons fait récemment la demande auprès du CEPS de pouvoir réviser l'accord cadre qui arrive à échéance au mois de mars. Nous en sommes d'accord. Et pour cet accord cadre, nous aurons deux sujets de discussion. Un, réviser les articles actuels qui demandent une amélioration, mais aussi il y a des demandes justement sur ce que je viens de mentionner, sur les innovations, comment demain, dans l'accord cadre, nous regardons l'accueil, la façon dont nous allons comment discuter les conditions d'accès aux nouvelles molécules notamment. Et je pense aux traitements combinés, notamment aux traitements hybrides, qui aujourd'hui ne sont pas complètement, la façon dont c'est écrit n'est pas complètement opérant, et donc c'est des pertes de chance pour les patients. L'accès, c'est aussi bâtir les ressources humaines. Tu le mentionnais, ça veut dire que demain, à terme, nos métiers vont changer. Et c'est une grande nouvelle parce que nous aurons aussi de nouvelles compétences à créer. Et là, je dois féliciter et remercier toutes les équipes du LEM et des laboratoires du médicament. C'est que nous sommes extrêmement présents dans nos régions françaises, dans les usines, où nous constatons avec nos équipes et avec les équipes embarquées de cette tension sur l'emploi, d'une part, et sur le fait que nous allons avoir besoin de recruter d'autres types de compétences. Nous sommes présents dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans tous les parcours académiques pour travailler ensemble sur les nouvelles formations. Donc le LEM a une part absolument essentielle et c'est ça l'accès aussi. L'accès au traitement, c'est d'être en capacité de faire travailler tout le système et donc c'est créer de l'attractivité pour la France. Ça, c'était le premier volet, Thierry, mesdames et messieurs, sur l'accès et les actions très concrètes que nous mettons sur la table. Deuxième volet, évidemment, la soutenabilité économique de nos entreprises. On ne pourra pas le faire si les situations économiques ne sont pas favorables pour nos entreprises. Je rappelle quelques chiffres.
Nous représentons plus de 100 000 emplois sur le territoire français, 270 entreprises, tu le mentionnais, à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires, dont la moitié à l'export. On est un acteur essentiel pour l'économie française. Là, quelques points pour renforcer notre compétitivité. Tu le mentionnais, la mission Borne, nous sommes prêts, comme nous l'avons été dans les auditions que nous avons pu mener. Oui, la recapitalisation de l'année dernière est quelque chose qui redonne de la confiance dans nos entreprises à investir, mais nous le savons, de nombreuses entreprises sont en situation extrêmement critique. Si nous voulons continuer à produire en France, il faut travailler absolument à la situation de nos plus petites entreprises sur le territoire français. Mais c'est aussi pour les plus grandes qui investissent, tu le mentionnais, en recherche et développement. Finalement, la souveraineté sanitaire, c'est deux choses. C'est produire en France quand on le peut, quand on le souhaite, à minimum au niveau européen, mais c'est aussi investir dans la recherche. Et si on veut que des entreprises choisissent la France, il faut créer les conditions de la recherche. Tu le mentionnais, nous allons publier dans quelques jours, quelques semaines également cette étude dans laquelle nous montrons et nous saluons les efforts faits pour faire baisser la fiscalité en France. Ce n'est pas suffisant car les grands groupes, les groupes regardent la compétition au niveau européen et nous sommes le dernier pays ou le premier pays en matière de taxation. Donc là aussi, on va montrer très factuellement que pour retrouver la compétitivité, il faut absolument travailler sur notre fiscalité en France. Soutenabilité, je le mentionnais, c'est aussi l'attractivité, notamment dans les territoires. Et là, évidemment, inciter à produire en France dans des conditions de performance, car vous le savez, notamment les entreprises qui produisent les produits du quotidien n'ont aucun effet de levier sur les tarifs, très peu. Or, avec le mur de l'inflation de ces dernières années et la nécessité, et on souhaite le faire, de transformer nos outils de production pour qu'ils soient toujours plus responsables, il faut absolument investir sur le territoire français, sur les entreprises aujourd'hui. Tu le mentionnais, bâtir la bioproduction de demain, nous importons 95% des molécules. Nous souhaitons que la France devienne champion. Nous avons créé France Biolite pour cela, donc on est un acteur engagé. Tu mentionnais l'Europe, absolument clé sur l'attractivité de notre pays, notamment au niveau européen. Là, nous allons avoir deux enjeux importants. C'est faire porter notre voix sur les sujets. Vous savez qu'aujourd'hui, règlements et directives vont arriver en ce qui concerne politique industrielle, politique de la propriété intellectuelle notamment. On doit faire entendre notre voix en tant qu'entreprise du médicament pour que le contexte européen soit toujours favorable. Et nous souhaitons que l'Europe soit forte. Mais l'Europe, c'est nous. Si nous n'y sommes pas, il ne se passera pas ce qu'on souhaite qu'il s'y passe. Donc on veut y être présent. Et on a fait cette demande aussi aux autorités, c'est que nous avons besoin que les autorités françaises soient à notre côté pour qu'elles, de leur côté aussi, portent la voix de la France. Et puis je terminerai sur la soutenabilité économique, sur un travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on appelle valeur en matière de traitement. Évidemment, la valeur première, c'est la valeur médicale que nous apportons aux patients. Mais la valeur, c'est aussi toute la valeur sociale, sociétale, environnementale, toutes les transformations que nous portons également. Et on en appelle aussi aux administrations avec lesquelles nous travaillons à faire revoir certaines de notre doctrine pour qu'on intègre, au-delà de la valeur médicale, la valeur que nous apportons au travers de nos médicaments. Et ça rejoint mon point précédent pour préparer l'avenir en matière d'innovation. Nous croyons à une régulation, c'est une question de sécurité évidemment sanitaire pour les patients, mais une régulation qui soit adaptée, qui soit agile pour permettre d'accueillir l'innovation de demain. Voilà ce que je voulais vous mentionner en matière de soutenabilité économique, les sujets sur lesquels nous allons travailler en co-construction et de façon responsable. Responsable, c'est donc mon troisième volet. C'est en quoi les entreprises du médicament, alors que la confiance dans ces entreprises atteint ce plateau de 62%, pour autant, nous investissons massivement en responsabilité. Je vais vous donner quelques exemples que nous allons d'ailleurs poursuivre. Sur les grandes transitions, notamment les transitions industrielles, nous avons créé un programme et nous avons fait le point il y a quelques semaines sur le sujet qui s'appelle Pacte. Pacte, c'est quoi? C'est 40 entreprises, les pionnières, qui décident de réfléchir à leur capacité à agir en responsabilité sur 6 piliers, notamment l'environnement. Nous avons 40 entreprises qui sont engagées,
Ces 40 entreprises, moi j'aurais un rêve, c'est que demain tous nos adhérents soient partie prenante de Pacte. Pourquoi c'est important? Parce qu'elles bénéficient aussi de ressources au LEM, notamment pour les accompagner dans leur transition. On a besoin d'accompagner notamment les plus petites entreprises. Vous dire aussi que nous sommes le premier secteur, et c'est unique, à avoir signé l'année dernière un accord cadre de décarbonation. Cet accord est très important, signé à la totalité de nos partenaires sociaux, parce que ça engage, ça accélère ces engagements. Nous devons être responsables, nous devons notamment décarboner. Chaque entreprise est en train d'établir son bilan carbone, et nous avons dans ce programme 40 entreprises qui vont le faire encore plus rapidement, et j'en appelle à ce que l'ensemble des entreprises nous rejoignent. En tout état de cause, nous avons signé ce contrat qui est une force de proposition aussi pour l'ensemble du secteur de la santé, puisque nous faisons absolument partie des discussions du contrat stratégique de filière au sein de la FEFIS. Donc nous voulons absolument faire réussir ce contrat stratégique de filière. Un autre exemple de transition, évidemment, c'est la transition de tout ce que le numérique va nous apporter. Et là, je voudrais dire que nos entreprises sont extrêmement présentes sur le sujet. Quand je regarde le top 25 des start-up en e-santé, la moitié d'entre elles sont financées par l'industrie pharmaceutique. Donc oui, tu le rappelais, notre président Macron, à juste titre, en appelle à notre responsabilité d'acteurs privés d'investir. Nous le faisons aussi sur le numérique. Je terminerai juste peut-être quelques autres exemples au-delà de la responsabilité industrielle et des transformations sur notre responsabilité sociale et sociétale. Nous sommes un acteur de santé publique. Nous avons absolument besoin d'être au contact de la population française pour montrer notre responsabilité. Nous travaillons aussi avec les autorités sur des besoins non couverts et nous travaillons par exemple sur le 4e plan national des maladies rares. Nous intervenons via 2 organismes importants aussi en termes d'engagement auprès des patients. Notre fondation LEM, depuis des années, investit sur des appels à projets, notamment sur les parcours de soins non couverts. Et la semaine dernière, nous venons d'ailleurs d'élire les 8 projets en oncopédiatrie. On a beaucoup investi sur ce sujet. On est un acteur très responsable. Je mentionnerai aussi Tulip, qui est une organisation formidable, une organisation humanitaire qui permet, grâce à toutes nos entreprises, de livrer sur les terrains de guerre, sur les terrains qui subissent des dérèglements climatiques aux populations les plus touchées. Cette année, je crois que c'est 400 000 tonnes de médicaments qui sont arrivés sur ces terrains de guerre. Bien sûr, nous sommes présents en Ukraine. Bien sûr, nous sommes présents à Gaza. Nous ne pouvons pas être absents des grandes turbulences de ce monde. C'est notre responsabilité. Et je terminerai sur ce volet-là, avant de conclure, que les accords collectifs, c'est aussi des accords au niveau social, et nous allons engager des conversations avec nos partenaires sociaux pour réfléchir sur la place des aidants et comment mieux aider les aidants, et fin d'année, probablement également de commencer à parler de l'emploi des seniors. Nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un LEM devant vous, force de proposition, engagée pour faire réussir nos transformations, vous dire à quel point l'industrie pharmaceutique est une industrie essentielle pour la France. Nous créons de la croissance, elle doit être utile, durable et rentable. Nous créons de l'attractivité pour nos talents. Nous avons besoin des jeunes qui viennent nous rejoindre, des jeunes et des moins jeunes, évidemment, mais nous avons besoin d'attirer des talents. Moi, ce que je souhaite en tant que nouvelle directrice du LEM, c'est redonner à la France et à l'Europe toute sa place dans la géopolitique mondiale. Je souhaite redonner du souffle pour nos entreprises, quelle que soit leur taille, leur modèle d'affaires. Elles sont toutes essentielles pour la France. Je voudrais qu'on redonne du souffle à nos collaborateurs, en fait, de la confiance pour tous. Et donc, je répéterai sans cesse qu'il y a une méthode qui compte, c'est le dialogue. Un LEM de proposition, et tu le rappelais Thierry, nous avons hâte de nous mettre au travail. Merci Laurence. Alors peut-être en conclusion et en résumé, nous appelons le gouvernement, l'administration à redonner au secteur du médicament sa place d'industrie stratégique et à mettre en œuvre les réformes nécessaires telles que rapportées dans la mission Borne et ce fameux New Deal. Alors, pour concrétiser cette politique du LEM, nous avons annoncé à l'instant que nous allons renégocier l'accord cadre avec le CEPS, car il arrive à échéance en mois
au mois de mars. On va donc le prolonger d'un an et en même temps entamer les négociations. Nous sommes volontaires pour une meilleure fluidification de l'information sur la gestion des stocks et nous sommes prêts à étendre le système Tracked Stock pour que d'autres acteurs de la chaîne du médicament aient une bonne visibilité de ce qui est disponible et de ce qui ne l'est pas. Nous allons publier en 2024 une analyse prospective des innovations thérapeutiques, Horizon Scanning, pour permettre au système de s'organiser et de mieux les accueillir. Nous avons des propositions sur un bon usage du médicament, une bonne maîtrise des volumes qui sera source d'économie comme tu l'as indiqué. Nous souhaitons entamer des négociations avec les partenaires sociaux en faveur des aidants dès cette année et en fin d'année des seniors. Nous souhaitons en termes de responsabilité sociétale que toutes les entreprises adhérentes du LEM adhèrent à ce projet Pacte qui est un cercle vertueux. Et en termes de recherche et d'innovation clinique, accélérer la recherche clinique en réduisant les délais. Alors, c'est très bien de faire des annonces, mais à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, nous allons mesurer tout ça de manière objective, factuelle, transparente. Nous mettrons les données, les hypothèses de calcul en open source, accès à tous, et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour la première publication de ce baromètre, j'allais dire à 360 degrés, de l'attractivité en France des politiques du médicament. Élargissement du premier baromètre que nous avions présenté il y a un an. Donc rendez-vous au mois de juin. Bien entendu, ce baromètre tiendra compte des critères environnementaux et encore, ce sera en open source et en données partagées. Donc, merci de votre attention. Avec Laurence, nous sommes à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Bonjour, Pascal Morel. Est-ce que vous pouvez vous présenter Pascal Morel, oui. Je ne dis pas que vous n'en avez pas parlé, mais je suis un petit peu surpris dans votre présentation très complète que vous parlez très peu d'Europe. L'Europe est quand même aujourd'hui, me semble-t-il, donc on voulait avoir votre avis sur ce qu'on appelle la révision de la législation européenne, le paquet pharmaceutique. On nous dit que c'est la plus grande réforme depuis 20 ans, etc., qui a plusieurs points importants, dont ceux que vous avez évoqués, mais enfin bien d'autres également, et je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus. Notamment, nous sommes quand même dans une année européenne, avec des élections européennes. Est-ce que c'est simplement un... Est-ce que c'est central pour vous, enfin, sans porter de jugement de valeur? Alors, je ne l'ai peut-être pas exprimé assez clairement. Toute notre politique s'inscrit dans une politique européenne et il faut que le paquet pharmaceutique européen soit, j'allais dire, aligné. Si on veut parler d'Europe, je suis extrêmement inquiet de l'idée de réduire le temps de protection sur les données en Europe, qui va être un incentive à aller voir ailleurs en termes d'investissement et d'innovation sur le territoire européen. Ne détruisons pas ce que nous avions fait de bien en Europe depuis des années. Et puis, on sait que maintenant, la fameuse réforme HTA de l'évaluation va rentrer en vigueur pour avoir une évaluation européenne avant celle des agences nationales. J'appelle plus que de mes voeux, et nous en avons longuement discuté avec le président de la HAS, à éviter de créer le fameux millefeuille à la française. On fait un coup en Europe et ensuite on surinterprète en France. Je crois que les agriculteurs en parlent pas mal en ce moment. Donc il y a un énorme challenge et c'est au cœur de notre stratégie. Oui, bonjour. Oui, on vous entend bien. Merci. Magali Klausner du Moniteur des pharmacies. Est-ce que vous pourriez vous lever pour la caméra pour nos Magali Klausner du Moniteur des pharmacies. Je voulais revenir sur le point des économies de 300 millions d'euros que vous estimez par le biais du bon usage des médicaments. Alors le gouvernement et l'assurance maladie parlent beaucoup de la dispensation à l'unité qui serait effectivement pour eux un bon usage de médicaments et aussi plus écologique, anti-gaspillage, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que depuis la LFSS pour 2024 prévoit cette généralisation de dispensation à l'unité à toutes les formes pharmaceutiques qu'il permettrait. Merci. Alors, c'est l'exemple type de la fausse bonne idée, voire de la très mauvaise. Déjà, qu'on dispense un médicament à l'unité ou en boîte de 30 quand c'est un traitement mensuel, on ne va pas générer un centime d'économie. On ne va pas consommer moins de médicaments en les donnant à l'unité. Ce qu'il faut, c'est que chaque boîte de médicaments, il y ait le nombre de comprimés, si je prends les comprimés, nécessaires au traitement.
Donc si c'est un traitement mensuel, on en met 30 dans la boîte. Si c'est un traitement pour 7 jours, on en met 7. Là, il y a quelques progrès à faire parce que ce n'est pas toujours aligné. Et surtout, la notion du traitement mensuel est différente en Europe parce qu'il y a des mois à 30 jours et des mois à 31. Donc des pays ont des législations différentes, ce qui complexifie l'affaire. Donc là, il faudrait simplifier, harmoniser. Se dire que la distribution à l'unité va améliorer le bilan carbone, c'est une vue de l'esprit. Et puis, ça pose un problème de sécurité sanitaire. Vous savez peut-être que depuis maintenant plusieurs années, chaque boîte de médicaments que vous recevez a un système d'identification unique pour s'assurer que ce n'est pas un médicament contrefait. Comment vous allez faire quand on est à l'unité ? Et puis donc vous allez, au niveau de la pharmacie, avec tout le temps que ça prendrait, sortir le médicament de la cupule en plastique pour le mettre dans un sachet en papier. C'est, en termes de traçabilité, s'il y a un problème de qualité sur un lot, on aura la plus grande peine au monde à rappeler les lots. Donc l'idée comme ça semble, j'allais dire, attractive. Dans la pratique, c'est une fausse bonne idée. Par contre, il faut optimiser le conditionnement des boîtes, arriver idéalement à des présentations uniques européennes, arriver probablement à sortir les notices des boîtes pour avoir un QR code international, ce qui là aurait un énorme impact en termes de bilan carbone. Bonjour Philippe Leduc, c'est vous qui avez parlé des agriculteurs. On est impressionné par tous les défis posés à l'industrie pharmaceutique. Heureusement que d'un côté il y a les agriculteurs, de l'autre côté il y a l'industrie pharmaceutique. Heureusement que vous ne pouvez pas bloquer la France parce que sinon on serait mal. Moi je voulais poser une question sur la bioproduction. Le président Macron a insisté sur le retard de la France en ce domaine et le plan France Innovation 2030 avait cette priorité de favoriser la bioproduction. Et alors vous avez dit qu'il fallait un sursaut sur ce plan Innovation 2030. Est-ce que quand même depuis que ça a été annoncé, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Est-ce que ça avance un petit peu ou est-ce que comme la mission Borne, c'est bloqué? Qui veut répondre? Alors, je vais commencer, puis Laurence rebondira. Je vous encourage à suivre l'avancée des travaux qui a été publié par France Biolide. Il me semble qu'ils ont présenté leurs vœux il y a quelques jours, sur comment ils sont en train de fédérer tous les acteurs de la filière pour créer des champions de bioproduction en France. C'est une initiative qui avait été lancée lors des grands défis. Et ce qui avait été analysé à l'époque, c'est qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table et avoir un plan pour que acteurs du public et du privé discutent ensemble, avoir un plan sur comment favoriser les meilleures formations et aussi comment attirer les investissements. Donc je vous renvoie à France Biolide parce que là il y a une feuille de route assez claire avec un suivi des progrès qui sont faits. Le LEM est partie prenante de France Biolide, nous sommes au conseil d'administration et de nombreux administrateurs du LEM en font partie. Ça avance, mais ça va prendre du temps. Si vous voulez créer une usine, n'importe où dans le monde, ça prend des années. En France, ça prend encore un peu plus de temps. Mais entre l'idée et le moment où l'usine est opérationnelle, validée, c'est un projet à 7-8 ans. Le temps industriel est un temps long. On ne va pas rattraper en 2 trimestres 20 ans de désindustrialisation. Ce qui est important, c'est d'amorcer la pompe. Et je me réjouis de voir que le secteur pharmaceutique, lors du dernier Choose France, était un des premiers secteurs à annoncer des investissements. Certains adhérents du LEM que je citais tout à l'heure ont annoncé de très gros investissements en France dans des technologies futures, dans des sites de vaccination, de production d'insuline, de nouvelles technologies. Donc oui, la pompe est amorcée. Avant concrètement d'avoir les premières productions, ça prendra du temps. Bonjour. Pour l'instant, on n'a pas prévu de faire un horizon scanning sur les unités de bioproduction. Mais par contre, le gouvernement sortira un bilan du plan Innovation Santé sur la partie production, j'imagine. C'est quand même, ça, je ne peux pas te dire, Hervé. Il faut leur demander à eux. Ça ne marche pas? Oui. Si, il marche. Bonjour, Lise Lévesque de l'APM. J'ai 3 questions. Je vais essayer de les faire assez courtes. Une première sur l'accord 4. Vous avez commencé à le dire un petit peu. Si j'ai bien compris, il sera prolongé
puis renégocier. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une négociation sur certains points et pas tous? Donc c'est une sorte de demi-accord cadre qui sera neuf ou pas. Sur les pénuries, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas suffisamment de suivi au niveau de l'État. Je suis un peu étonnée parce qu'il y a quand même un comité de pilotage de l'ANSM qui se réunit toutes les 2 semaines et qui fait un point assez précis. Donc j'imagine que vous considérez que ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est parce que vous attendez d'un nouveau ministre qui se charge vraiment de cette question, puisque Aurélien Rousseau était assez impliqué dans cette charte dont vous avez parlé? Et dernière question, peut-être la plus importante, sur les propositions que vous avez faites, que vous venez de faire, je suis un petit peu étonnée parce que j'avais le sentiment que la phase de proposition et suggestion aux autorités avait déjà été faite pour la mission Borne. On a eu un rapport. Vous disiez tout à l'heure que ça n'avait pas été suivi pour l'instant des faits. Donc vous refaites des propositions. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est des propositions issues de la mission Borne? Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus d'idées là-dessus sur la stratégie qui est mise en place? Merci. Ok. Sur l'accord cadre, l'édition qu'on a démarrée avec l'administration, effectivement, c'est la nécessité de le proroger puisqu'il arrive en mars et donc nous avons besoin de temps pour le proroger. Et ce que nous sommes convenus, c'est nous, avec nos adhérents, on regarde les points que nous souhaitons voir travailler sur les points existants et les points à ajouter. Donc nous, on fait notre part de réflexion sur cet accord cadre. De leur côté, ils font la même chose et on va se voir fin février, je crois que c'est le 29 pour être précis, pour travailler sur la mise en commun de nos visions partagées de cet accord cadre. Donc c'est très concret. La deuxième chose sur les pénuries, vous avez raison, nous suivons chaque semaine avec notre commission pénurie, OLEM et la NSM la situation en tension. Ce que je mentionnais dans mon propos, c'était de dire que cette animation, elle se faisait avant la démission de notre ministre chaque semaine alors pas chaque semaine, mais en tout cas avec tous les acteurs, car nous travaillons sur notre partie, mais nous sommes de nombreux acteurs dans la chaîne de délivrance des médicaments et donc ce qui était possible avant, en décembre, de se rencontrer tous ensemble, aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies. Et nous sommes prêts à revenir autour de la table avec tous nos partenaires. Donc c'est ça, et les propositions que nous avons notamment sur l'élargissement de Trackstock dont je faisais allusion, on ne le fera pas seul. C'est une proposition que nous faisons. On doit mettre autour de la table les acteurs. Et nous ne sommes pas, nous, en capacité à faire cette réunion à plusieurs. Et donc on a besoin d'un pilotage gouvernemental pour nous mettre autour de la table. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons nos propositions. Vous avez raison, nous avons besoin d'un cadre pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis sur les pénuries, la NSM gère la crise. Quand la pénurie est là où il faut tous se mobiliser, c'est comment éviter les pénuries de demain. C'est comment sur les médicaments essentiels, où là il faudrait vraiment, ou indispensables, il faudrait une liste européenne, on assure la solidité de la chaîne de production. Il faut prévenir la crise. Là pour l'instant, on la pilote quand elle a lieu. Il faut aller vraiment prévenir la crise. Alors, sur la mission Borne, on ne fait pas de nouvelles propositions. La mission Borne, j'ai fait une 60aine de propositions. Nous, ce que l'on fait, on a revu l'ensemble de cette proposition New Deal et on a essayé de mettre des priorités d'action. Et en disant, ces priorités, pour nous, il faut les articuler autour de 3 grands sujets. Garantir l'accès, avec un modèle économique qui permette à tous les acteurs de vivre, tout en étant responsable sociétalement et éco-responsable. Et c'est un peu le plan d'action de la mission Borne. La mission Borne donne les pistes de réflexion en disant c'est là où il faut agir. Nous rentrons maintenant dans le comment. Olivier Robichon, Prescription Santé. Vous avez parlé de l'élargissement du système Fast Track. Est-ce que vous savez si les grossistes répartiteurs n'en veulent pas ou si vous n'ont pas fourni de questions? On a toujours un peu l'impression que c'est un acteur qui se cache derrière les labos pour pas reconnaître de responsabilité dans les pénuries, alors qu'en réalité, c'est peut-être eux qui ont la main, notamment sur les livraisons sur les pays européens où les prix sont plus élevés. Et est-ce que vous savez combien représente la livraison directe de médicaments des labos vers les pharmacies, c'est-à-dire, à contrario, combien représente la part de livraison effectuée par les grossistes répartiteurs?
Je répondrai indirectement, bonjour Olivier, sur le fait que, en tout cas et très directement, pour avoir été 4 réunions avec notre ministre au mois de décembre, tous les acteurs étaient autour de la table, très transparents sur la part que chacun prenait dans ce dispositif, et nous avons tous signé, et tu le mentionnais Thierry, en 48 heures, cette charte. Donc on est tous engagés à respecter les engagements que nous avons pris au titre de la charte, tous les acteurs autour de la table. Ça, moi, je peux le témoigner pour l'avoir vécu au mois de décembre. Peut-être sur la répartition, tu évoquais peut-être... Aujourd'hui, on l'a proposé, et donc on attend juste de pouvoir... Comment ? Mais ils n'ont pas à me répondre ou pas à me répondre. On sait que c'est une proposition qu'on peut mettre en œuvre. Donc maintenant, il faut qu'on se mette autour de la table pour les conditions de la mise en œuvre. La répartition, je n'ai pas le chiffre, mais l'idée était de dire que sur toutes les molécules en tension, on ne faisait pas de vente directe. Ah, pardon, c'était 80-20. 80 via les grossistes et 20 en direct. Bonjour, Hervé Ricard, pharmaceutique. Vous êtes en absence temporaire, espère-t-on, d'interlocuteur ministériel entre l'absence de ministre de l'Industrie, pas de ministre délégué à la Santé. Où est-ce qu'on en est des discussions récurrentes avec les pouvoirs publics, avec l'Élysée, avec Matignon? Est-ce qu'il y a encore des comités d'interface qui se tiennent? Est-ce que sont au menu des sujets stratégiques comme la tenue souhaitée ou pas d'un conseil stratégique d'industrie de santé, sachant que le dernier date de 2 ans et demi, ou bien est-ce que vous estimez que, vu la dimension lettre morte du rapport Borne, tout ça ne sert à rien de faire des affichages qui ne donnent pas de résultats? Alors, je disais en introduction que le monde manquait un peu d'optimisme, on ne va pas non plus tout noircir. Heureusement, lors d'un changement de gouvernement, l'État français continue d'opérer. Et alors je sais qu'en ce moment, tout le monde va dire, mais quand est-ce qu'il y a un ministre délégué à la santé? Parce qu'il y a un ministre de la Santé et du Travail, donc il y a déjà un ministre. Je regardais, sur les 60 dernières années, il y a eu 50 ministres de la Santé. Et le système a fonctionné et a progressé. Donc ça n'empêche pas de travailler, d'avancer. Ça met un petit coup d'arrêt temporaire au moment de Noël, c'est pas bien grave. Appeler un nouveau CSIS, on verra. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de voir le diagnostic posé par la mission Borne, les propositions d'action, et dire maintenant, au travail. Alors, est-ce que nécessite de lancer un nouveau CSIS, etc. On verra, mais on attend de l'État, de l'administration, le lancement de ces groupes de travail pour se dire maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait bouger les lignes pour mieux servir nos concitoyens tous les jours. Bonjour, Julie Letz pour France 2. Est-ce que vous pourriez nous préciser, s'il vous plaît, en quoi ce New Deal du médicament et les mesures que vous souhaitez voir mises en place dans le cadre de ce New Deal du médicament vont permettre de stopper les pénuries de médicaments et notamment d'amoxicilline, cet antibiotique essentiel? Merci. Il y a plusieurs aspects dans votre question. Si on prend l'exemple de l'amoxicilline que vous citiez, déjà il faut voir que la situation s'est améliorée. Une des contraintes problématiques liées à l'amoxicilline, c'est qu'on en consomme aujourd'hui plus qu'avant le Covid. La production a quasiment doublé pour la France et ça reste en tension. Ceci dit, c'est en tension et pas en pénurie. Comment le plan d'action qu'on propose va aider? Déjà, meilleure visibilité de où sont les stocks, comment ils sont distribués. Donc quelque part, ça c'est de la gestion de crise. Mais ensuite, c'est toute la réflexion menée par la mission Borne sur la réforme du mode, j'allais dire, de régulation et de financement du médicament. L'amoxicilline, le coût de traitement se compte en centimes. C'est moins d'1 euro pour un traitement. Comment voulez-vous avoir une usine qui existe depuis des années, parce que l'amoxicilline, ce n'est pas la dernière innovation thérapeutique, avec un prix fixe qui ne bouge pas, que vous allez vouloir décarboner, digitaliser, moderniser. Parce que si vous voulez produire plus, il faut que votre outil industriel soit mis au goût du jour. Ce sont des investissements en millions, sur un prix qui est régulé et fixe. Donc il faut qu'il y ait une aide, un accompagnement, une révision du prix, pour permettre à ces entreprises qui font des médicaments à bas coût
de pouvoir réinvestir dans l'industriel, le consolider, éviter les pannes, éviter les arrêts. Voilà, en gros, résumé sur un exemple un peu concret, toute la politique que nous proposons. D'avoir une cohérence totale en disant, oui, la priorité, c'est l'accès. Pour l'accès, il faut qu'il y ait un espace économique qui permette d'investir, soit en innovation, soit en consolidation de l'outil industriel, soit en construisant l'usine de demain pour être dans les biotechnologies. Et c'est tout cet ensemble qui permettra, dans la durée, de régler le problème des pénuries. Anne Padieu pour l'agence France Presse. Faire participer davantage la France à la recherche clinique, il faut s'y prendre comment? Et quelle est votre marge de manœuvre là-dedans? Je ne sais pas qui a posé la question, bonjour. Pardon. Il faut s'y prendre comment? Il faut s'y prendre comment? Non, je réfléchis parce que ça fait des années que des choses ont bougé. On a regardé les choses en silo. On a optimisé les temps d'autorisation. Donc il y a un sujet des délais. Quand on regarde ce qui se passe, c'était évoqué tout à l'heure, sur l'Espagne, c'est toute la chaîne qui est optimisée sur le délai, c'est-à-dire l'autorisation qui est maintenant régie par un règlement européen, mais aussi la contractualisation dans les centres et au final la possibilité pour un patient dans les délais les plus brefs de bénéficier de l'essai clinique tout autant que ce qui se passe chez les voisins. Donc c'était l'idée de ce qu'on appelle un fast track, longitudinal, c'est-à-dire de l'étape de l'autorisation jusqu'à la décision finale, pour optimiser ce temps d'accès à l'essai clinique. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Après, on a aussi des sujets qui sont très techniques, qui sont d'optimiser par exemple l'importation et l'exportation des échantillons biologiques. La France est la seule en Europe à avoir une réglementation complémentaire qui demande à ce qu'une autorisation soit portée sur ce sujet-là. Ça ralentit encore un peu plus le processus et vous savez que tous nos échantillons biologiques sont techniqués dans des centrales d'analyse qui ne sont pas toujours sur le territoire national. On a un certain nombre de sujets qui relèvent aussi qui est plus large et plus macroscopique sur la gestion des ressources humaines à l'hôpital pour favoriser des acteurs de recherche clinique qui viennent investiguer dans les centres de soins et permettre à ce que les essais cliniques puissent être réalisés puisque ça se fait toujours en partenariat avec aujourd'hui on a mesuré 150 établissements de santé participent à nos essais cliniques sur le territoire. Voilà, donc ce sont pas mal de petites mesures. Ce qui est important pour répondre aussi aux enjeux du plan Innovation Santé 2030 qui était, je vous rappelle, de faire de la France le leader européen en matière de recherche clinique, c'est de consolider tout ça et que tous les acteurs puissent travailler ensemble sur ces sujets-là. Et à nouveau, c'est le sujet de la coordination. Alors ça tombe bien depuis, on a l'Agence de l'innovation santé qui a pris ce sujet en haut de la pile et on compte sur eux pour assurer effectivement ce travail collaboratif sur l'optimisation de la recherche clinique en France. Thomas, les 160 jours français dont parlait Thierry Hulot, ils sont combien en Espagne? Ils sont à peu près 120, sauf erreur de ma part, si on regarde macro, toutes les aires thérapeutiques. Et puis, si on parle d'essais cliniques, il y a aussi un travail à faire pour améliorer la qualité de vie du patient dans l'essai clinique. Il faut voir qu'en moyenne, un patient qui est dans un essai clinique doit se rendre souvent au CHU ou un des 150 centres que tu mentionnais, Thomas. Et en moyenne, un patient fait 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, et ce sont des patients qui ont des pathologies lourdes. Donc certains disent non, c'est trop. Donc il y a toute l'idée, et là l'Espagne est assez novatrice, de pouvoir faire déjà l'essai clinique au domicile du patient. Toute l'idée d'avoir aussi tous les formulaires de consentement, plutôt que de se faire un aller-retour pour aller signer, de pouvoir faire ça de manière électronique avec un médecin en visioconférence. Donc on peut beaucoup fluidifier, simplifier. Il y a un choc de simplification pour la recherche clinique qui permettra de gagner des jours, mais surtout d'améliorer la qualité de vie des patients. Oui. Oui, bonjour Alexandre Beau, Espace Social Européen. Je vais rebondir un peu parce que la question portée sur l'Espagne justement, parce que à faute de beau aussi pour toute la question, merci, ça fait les squats. Juste par rapport à ça, est-ce que c'est juste un point de vue de réglementation, de simplification des démarches? Parce que quand on regarde entre guillemets la fiche pays de l'Espagne, politiquement ils ont oscillé entre les conservateurs et l'extrême gauche. Je ne vais pas souvenir que l'extrême gauche était très pro-industrie du médicament. C'est un pays qui consacre moins d'argent de PIB dans la santé, qu'ils n'ont pas de champions nationaux comme nous pouvons en avoir. Justement, on a l'impression qu'ils ont, si on doit se comparer, on est devant à chaque fois, mais comme vous le dites, sur ce point-là, sur la recherche et les essais cliniques, ils ont un coup d'avance. Juste une question réglementaire? Il n'y a pas qu'une question réglementaire, il y a aussi une volonté qui peut être politique. Alors là, je n'ai pas discuté avec chaque région en Espagne, mais un patient qui est dans un essai clinique ne coûte rien au système de santé vu que c'est pris en charge par le laboratoire qui fait la recherche.
Donc c'est un moyen de donner l'accès, et on l'a vu notamment, alors ça remonte à des années en arrière, quand les pays de l'Est se sont ouverts aux essais cliniques, c'était malheureusement souvent le seul moyen aux patients d'avoir accès à un traitement. Voilà. Donc il y a un incentive dans certains pays des autorités en dire mais ça va permettre à des patients d'être pris en charge. Nous, ce qui nous motive, c'est de permettre à des patients qui sont en impasse thérapeutique d'avoir accès à une chance de plus. L'Espagne est le pays où le seul quasiment qui fait moins bien que nous. Donc pour vous, c'est plutôt une façon d'accélérer l'accès à l'innovation plutôt que et du coup de ne pas bouger sur le délai à l'accès à l'innovation générale. Alors il y a deux choses. Il faut fluidifier, faciliter la mise en place des essais cliniques. C'est un point. Ensuite, si on parle du délai d'accès en France des molécules qui ont une autorisation de mise sur le marché, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la commission de transparence a progressé. Les délais sont plutôt plus courts. Ils ne sont pas encore exactement aux 90 jours recommandés en Europe. Ils sont une centaine de jours, mais il y a eu un véritable progrès. C'est au niveau du CEPS que c'est plus long, et on voit que certains produits sont quelque part en ce que nous on appelle l'impasse d'accès. Et puis il y a quelque chose qui m'horripile, pour appeler un chat, c'est une fois que vous avez un accord de prix avec le CEPS, il faut que ce soit publié au journal officiel, qu'on lit tous les matins au réveil. En moyenne, ça prend 100 jours, 110, pour signer quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Donc on pourrait gagner 100 jours d'accès facilement. Je crois que je le mentionne dans toutes les tables rondes où je suis, à l'administration, encore, et nous n'arrêterons pas. C'est ce qu'on appelle un quick win. Je vous laisse demander à l'administration pourquoi ça prend un tel temps. C'est compliqué. Et peut-être un petit mot en complément pour aussi un autre paramètre d'attractivité de l'Espagne. Vous savez que parmi les paramètres que les entreprises regardent pour investir sur un territoire, il y a bien sûr la dimension de la fiscalité. Et ce que rappelle notre étude depuis plusieurs années, notre étude fiscale sur le sujet, c'est que l'Espagne est en bonne place parmi les 7 territoires européens qui sont comparés, et donc présente une fiscalité à la fois générale et sectorielle beaucoup plus attractive qu'en France. Merci Marianne. Marianne est la directrice juridique du LEM. Marianne, pardon. On a le temps pour une dernière question. Je vois qu'en niveau timing... Oui, bonjour. Romain Bonfillon, Mindels. On sait que l'un des freins à la recherche clinique, c'est également le recrutement des patients. Je voulais savoir quelle était la position du LEM sur l'usage des données de vie réelle et des données synthétiques qui peuvent permettre aussi d'accélérer tout ça. Alors la réponse courte, on y est favorable, ça semble évident. Quand vous parlez, c'est le recrutement des patients. Un des freins au recrutement des patients, c'est le nombre d'allers-retours supplémentaires qu'ils vont devoir faire à l'hôpital. Donc toute l'idée de pouvoir décentraliser une partie de l'essai clinique au lit du patient, qu'il puisse rester chez lui, lèvera certains freins. Ensuite, on voit que le secteur public recrute plus dans les essais cliniques que le secteur privé au niveau hospitalier. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire pour rendre ça plus attractif pour les patients. Et bien entendu, tout ce qu'on va pouvoir faire en mise en place de bras virtuels, d'analyse de données en vie réelle, de méta-analyse, ne peut qu'aider et faciliter tout à fait. Là, on peut discuter de manière très détaillée de comment est-ce qu'on pourrait utiliser toutes les données en vie réelle pour faciliter le design des essais cliniques, et surtout comment on pourrait s'appuyer sur ce qu'on appelle maintenant des bras virtuels pour s'assurer que dans les cas où il n'y a pas d'innovation thérapeutique majeure, on ne mette pas de patients sous placebo, ce qui devient totalement non éthique. Il y a tout un tas de propositions qui ont été faites à la fois par la commission recherche et la commission digitale du LEM. On pourra y revenir à part, ça devient extrêmement technique. Écoutez, avec Laurence, nous tenons à vous remercier de votre participation. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin pour présenter ce premier baromètre de l'attractivité du médicament en France. Très bon début d'année à tous.